Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Je prends le temps de vous informer que votre podcast Wake Up, Rise Up and Shine sera en pause estivale pendant le mois de juillet et août. Alors continuez à écouter les épisodes jusqu'à la fin du mois de juin et ensuite retrouvez-moi pour la nouvelle saison dès lundi 5 septembre. Et en attendant, pendant l'été, si vous êtes abonné à ma newsletter, retrouvez-moi pour vivre un nouveau challenge. Un challenge autour des rituels matinaux pour ajouter une bonne dose d'extra à votre vie ordinaire. Si vous voulez vivre ce nouveau challenge avec moi et recevoir ma newsletter pour en être informé, je vous invite à aller visiter mon site internet christinelevicki.com. Sur ce site, vous pourrez rentrer votre email et vous serez abonné. À très bientôt. Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Amélie Favre-Guité pour parler de comment booster sa recherche d'emploi à tout âge. Fille d'expatriée, Amélie a bourlingué en Afrique, au Moyen-Orient, en Belgique, puis en France. Elle a commencé sa carrière pendant 10 ans dans le recrutement et la communication RH, puis a monté sa boîte, ou plutôt devrais-je dire ses boîtes. D'un côté, un cabinet de recrutement généraliste qui accompagne les petites et moyennes entreprises à recruter des candidats disponibles sur le marché du travail. De l'autre, une association, Boost Me Up, qui lutte contre les stéréotypes et les préjugés envers les plus de 45 ans. Amélie intervient souvent dans des centres de formation et des écoles de commerce pour partager les bonnes pratiques d'emploi aux étudiants et booster la carrière des jeunes diplômés. Bref, vous l'aurez compris, Amélie prend à bras le corps le sujet de l'emploi des jeunes et des moins jeunes pour en faire son cheval de bataille. Et comme ce n'est pas assez, elle est en plus mentor bénévole pour des femmes entrepreneurs et influenceuse emploi et RH sur LinkedIn. Alors cet épisode est pour vous si vous aimez écouter des personnes inspirantes qui ont la pêche. Vous pensez que le travail dans la vie, c'est important, mais vous vous sentez encore trop souvent limité quand vous pensez à ce que vous voulez. Vous êtes actuellement en recherche d'emploi ou connaissez une personne qui l'est et souhaitez la soutenir au mieux dans sa démarche. Vous pensez que l'emploi n'a pas d'âge et que le plus important, c'est l'envie de travailler. Dans cet épisode, nous aborderons par quel processus émotionnel et psychologique passe une personne lorsqu'elle perd son emploi. Pourquoi et comment la confiance en soi joue un rôle déterminant dans la recherche d'un emploi. Comment aider un proche qui a perdu son emploi et qui perd confiance en lui? Y a-t-il une différence d'attitude entre les juniors et les seniors face au chômage? Y a-t-il une différence d'attitude entre les hommes et les femmes? Comment comprendre que nous sommes plus que notre CV? Et aussi, où mettre notre attention pendant l'entretien d'embauche? Alors, bonjour Amélie et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci de l'accueil. Alors j'ai envie de commencer par te demander d'où te vient cette passion d'aider les gens à retrouver un emploi à tout âge. J'ai jamais aimé l'injustice, et ça depuis que je suis toute petite. Alors ça paraît assez basique dit comme ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, je vais détecter assez rapidement le potentiel des gens. Je vais très vite m'imprégner de leurs émotions et j'adore montrer justement leur potentiel. Alors en creusant un peu plus, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui était assez compliquée avec une famille
très manipulatrice et toxique. Donc les encouragements et l'attention que j'ai pas eu, je me suis sentie un peu obligée d'en donner aux autres, qui en retour m'ont aussi apporté de l'attention et de l'encouragement. Et donc je me suis très vite rendu compte qu'en donnant aux autres, ça me permettait aussi de me construire et que ça me faisait du bien. Donc en fait, aider les autres, lutter contre les injustices, c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller de l'avant et ce qui m'a donné envie de continuer à aider les gens à trouver un emploi. Je dis souvent, j'accompagne souvent des entrepreneurs qui ont des entreprises de services, et c'est vrai que je dis souvent qu'on se retrouve à offrir à nos clients souvent ce dont on a le plus besoin nous-mêmes. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu ça que tu nous racontes ici. Super. Alors on va parler d'emploi et on va parler notamment de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd son emploi. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as pu observer? Qu'est-ce qui se passe chez une personne lorsqu'elle perd son emploi? Au tout début, quand la personne perd son emploi, c'est d'abord un choc, très souvent un déni. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se replie très souvent sur elle-même. Elle va du coup perdre beaucoup de ses repères sociaux. Elle va moins voir ses amis, ses anciens collègues. Elle va se sentir encore plus exclue du monde qui l'entoure. Elle va être très souvent en colère. On le voit énormément sur les réseaux sociaux, la colère qui est déversée par les gens qui cherchent un emploi. Et il y a aussi un sentiment d'abandon, abandon par la famille, abandon par le monde du travail, abandon par les partenaires économiques, que ce soit des services de l'emploi public ou privé, abandon par le gouvernement qui, du coup, a l'impression que personne ne l'aide. Et au fur et à mesure, la personne va se sentir de moins en moins utile et de moins en moins performante. Comme si le fait d'avoir perdu un emploi, subitement, elle perdait ses neurones. Donc, assez logiquement, elle va s'éloigner de ses anciens collègues. Elle va plus avoir envie d'aller redéjeuner avec eux pour prendre des nouvelles. Les amis qui travaillent ont plus vraiment le temps d'écouter un peu ses lamentations sur sa recherche d'emploi. Le conjoint, il va commencer à faire des reproches. Ça fait longtemps que tu cherches, tu fais pas d'efforts. Regarde, j'ai vu telle offre d'emploi, pourquoi tu n'y arrives pas? Donc, les réunions de famille, donc là, heureusement, on n'est pas en période de Noël, mais les réunions de famille, à ce moment-là, ça devient une vraie torture parce que tout le monde se pose la question de pourquoi on n'a pas encore retrouvé un emploi. Et d'un point de vue institutionnel, avec son conseiller Pôle emploi, on est assez abandonné parce que lui-même a tellement de candidats à gérer qu'il a tendance un peu à nous oublier. Et donc, forcément, avec tout ça, notre réseau va se dissoudre et on va se sentir complètement seul au monde avec notre recherche. Donc, heureusement, pas nécessairement, parce qu'il y a quand même plein d'autres structures qui existent, qui peuvent accompagner, qui peuvent soutenir. Mais souvent, quand on est au début de sa recherche d'emploi et qu'on est en colère et qu'on ne sait pas quoi faire, on ne voit pas les solutions qui existent autour de nous. Et donc, c'est pour ça que toi, tu travailles beaucoup la thématique de la confiance en soi pour un peu sortir de ce cercle vicieux, en fait. Oui, c'est essentiel. C'est le premier élément qu'on va travailler forcément avec tous les candidats, quel que soit leur âge, parce que sans la confiance, la personne ne peut pas se rendre compte de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle est capable, de tout ce qu'elle a déjà réalisé, de tout ce qu'elle a déjà réussi. Et en fait, on va lui donner du carburant, on va lui redonner du carburant, lui montrant toutes ses réussites. Et à partir de là, elle va être capable de surmonter plein de choses et d'aller vers sa propre réussite et donc vers son retour à l'emploi. Donc voilà, donc la confiance en soi, pour toi, c'est ce qui nous fait passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Oui, tout à fait. La confiance, elle va jouer sur plein de choses, parce que dès lors qu'on a confiance en soi, ça va jouer sur notre posture en entretien, on va être beaucoup plus audacieux, on va avoir un autre type de vocabulaire, on va oser. Et déjà, dans sa manière de se présenter, de dire les choses, on va utiliser des termes qui sont beaucoup plus positifs. C'est la fameuse loi de l'attraction, hein. On en est là, en fait. C'est j'apprends à mon cerveau et je dis à mon cerveau que j'en suis capable et que je vais réussir. Et donc, je vais faire tous les efforts pour prouver que j'ai eu raison d'y croire et ça va apporter forcément des choses positives. Ça prend du temps. Moi, je suis très adepte de la méthode des petits pas où j'invite les gens à faire petit pas par petit pas plutôt que d'essayer de faire des grands sauts vers l'inconnu avec lesquels ils peuvent se faire mal. Avec les petits pas, on est sûr d'y arriver. Et donc, en fait, on va pouvoir se mobiliser et s'encourager soi-même en disant, regarde, j'ai fait ce premier petit pas, je suis super fière de moi, allez, j'enchaîne le deuxième. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on va à un moment donné créer tout un cercle vertueux qui fait que on n'entend plus les critiques des autres. En tout cas, elles ne nous atteignent plus. On n'a pas peur. Les gens peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Nous, on connaît notre valeur et on sait ce qu'il faut faire pour y arriver.
Alors, la confiance en soi, c'est un peu le Graal, hein. Moi, j'anime souvent des séminaires et j'ai des salles entières et il y a toujours un moment donné où quelqu'un me dit, mais comment développer la confiance en soi? Comment avoir confiance? Est-ce que tu aurais des conseils concrets que tu pourrais donner pour nourrir notre confiance en nous quand on est en recherche d'emploi? Il y en a plein que je pourrais donner. Moi, je suis une grande fan du bullet journal. Et en fait, l'idée, ça va être de prendre... Alors, ça, que je veux dire, une maman, vous piquez le cahier A5 du petit dernier. Pas besoin d'aller chercher un bullet journal particulier. Un bas de cahier, que ce soit A5 ou A4, fait l'affaire. On va écrire chaque jour ce qui va nous traverser par l'esprit. C'est-à-dire comment je me sens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de nuages dans ma tête? Donc, on va dessiner, en fait. On va dessiner le soleil, on va dessiner s'il y a un peu de nuages ou si c'était une journée un peu pourrie, on va mettre de la pluie. Donc en fait, on va symboliser ce qui se passe dans notre tête et la manière ce qu'on va ressentir nos émotions. Après, on va s'interroger avec le bullet journal, on va se poser des questions, on va prendre du temps pour soi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est ultra important quand on est en recherche d'emploi, c'est de se dire, OK, il faut que je fasse plein de choses pour les autres. Non, la recherche d'emploi, c'est du temps pour soi, pour justement se reconstruire. Donc, on va se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je me prends 15 minutes peut-être pour faire de la méditation, pour faire du yoga, pour me mettre au sport, pour tester une recette de cuisine, ce que l'on veut, du moment que c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et après, on va se noter ces petites victoires, ces fameux petits pas que l'on va faire au fur et à mesure. Et derrière chaque petit pas, on va se dire, OK, ben là, ce premier petit pas, ça m'a pris peut-être 3 jours ou une journée ou une semaine pour le faire. Donc, je me note combien de temps j'ai mis pour le faire et combien de temps j'avais prévu normalement. Je me dis, bah ça, je pensais que j'allais le faire en 2 jours et finalement, il m'en a fallu 4. OK. Je sais que pour le prochain petit pas, il faut que je fasse attention, il faut que je ne sois pas trop gourmand dans ma capacité à faire rapidement mes premiers petits pas. Et en fait, on va obliger, pareil, son cerveau à prendre le temps parce que la main va moins vite que le cerveau. Donc, quand on va écrire ça sur son bullet journal, on est obligé de reposer un peu le cerveau, de dire, oh mon gars, va moins vite, tu me sors plein d'idées dans la tête, laisse-moi le temps de les écrire. Qu'elles soient positives ou négatives, je dois les écrire. Et après, j'ai le temps de voir un petit peu ce que j'en fais de toutes ces idées qui sortent de ma tête, de toutes les actions que j'ai envie de faire en me disant, OK, je vais structurer ce que je dis, je vais structurer ce que je vais faire et je vais m'organiser un petit peu mon planning de la semaine en disant, bah tiens, le lundi, je fais telle action, le mardi, je fais telle action. Et au fur et à mesure, on voit son tableau se remplir et c'est aussi encourageant pour soi parce que derrière, on voit aussi ce qu'on arrive à faire. Et si jamais on n'y arrive pas, on va réfléchir à nouveau en disant, tiens, pourquoi j'y suis pas arrivée? Est-ce que j'ai pris trop de temps? Est-ce que je suis pas allée toquer à la bonne porte? Est-ce qu'il me manquait un outil? Est-ce que j'ai manqué un peu de culot pour aller demander ce que je voulais à la personne? Et ça peut être bien aussi de le relire avec une personne de confiance qui n'est pas forcément une personne proche, mais peut-être une personne extérieure qui nous accompagne dans la recherche. Ça peut être une autre personne qui cherche un emploi, hein. Ça peut être bien d'avoir un binôme aussi. Et comme ça, la personne peut nous aider à nous questionner et à avancer au fur et à mesure. On peut se lancer des défis avec un bullet journal. On peut faire ce qu'on veut avec un bullet journal. C'est ça aussi qui est magique. On peut écrire ses propres compliments. Et moi, je trouve ça très important d'ailleurs. Je le dis souvent en coaching, de démarrer la journée avec 3 compliments et où on se dit également pourquoi la journée va être une bonne journée. Et pareil, on va l'écrire dans son bullet journal. Et le soir, avant de se coucher, pareil, on se refait 3 compliments. Pareil, on peut les noter. Et on se marque dans son cahier pourquoi la journée a été une bonne journée. Et donc, il faut essayer de trouver au moins 2 ou 3 éléments qui font que cette journée a quand même été bonne. Même si on n'a pas tout réussi, même si on a raté quelque chose, il y a forcément un truc qui était positif. Et l'idée, c'est pareil. On s'habitue à être de plus en plus positif, on s'habitue à voir les choses sous un autre angle et qui va du coup nous redonner encore plus confiance en nous et qui nous permettent un peu de prendre du recul sur ce qui se passe aussi dans notre quotidien. C'est un peu comme le journal intime quand on était ado. C'est quand on le relit une fois adulte, on rigole un petit peu en disant mon Dieu, j'ai écrit tout ça, mais en fait ça nous faisait un bien fou à l'époque. Et bien là c'est exactement la même chose. Il faut continuer cette habitude d'écrire, de se poser des questions, de se lancer des défis et de croire en soi au fur et à mesure. Et grâce à tout ça, on voit vraiment le chemin parcouru et tous les efforts qui vont forcément porter leurs fruits. Donc oui, grande fan du bullet journal. C'est marrant, je vois tout à fait l'analogie avec le journal intime quand on est ado et quelque part dans cette recherche d'emploi, il y a des choses un peu similaires dans le sens où quand on est ado, quand on est jeune adulte, on se construit et on se cherche. Qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont mes valeurs? Quel métier je veux faire plus tard? Enfin, c'est vraiment un moment de la vie où on fait ça. Et donc,
Donc là, de ramener cet outil, d'avoir un journal dans ce moment de recherche. Ce que j'entends aussi dans ce que tu décris, la manière dont tu décris le bullet journal, c'est que c'est un moyen de sortir de la spirale infernale des pensées négatives dans la tête et des jugements et des peurs et des manques et des limitations, de cette espèce de on se sent parfois possédé par nos peurs et nos manques et nos limitations. Et là, c'est de faire un temps de pause et vraiment de ralentir. J'aime l'idée de se dire, je vais prendre un papier, un crayon et ma main, pour pouvoir écrire, je dois forcément ralentir ce qu'il y a dans ma tête. Je pense qu'aujourd'hui, on vit à une époque où notre cerveau est surstimulé. Fonctionne à 3000 à l'heure, ce qui génère beaucoup de stress. Et donc, quand on est dans une période de recherche d'emploi, c'est encore pire. Et donc, en effet, de prendre cet outil qui va nous forcer à ralentir et qui va nous forcer en toute authenticité à faire un retour à soi. Et j'aime le côté authentique dans le sens où tu dis on va se faire des compliments le matin, on va célébrer le soir qu'est-ce qui fait que c'était une bonne journée, mais on va aussi prendre le temps de noter les endroits où on a des difficultés ou les endroits où on a des émotions qui sont peut-être pas des émotions agréables. On va vraiment pas chercher à prétendre qu'on est au pays des bisounours et qu'on met des lunettes roses et que tout va bien. On va être vraiment dans un retour authentique à soi. Beaucoup de bienveillance et on va chercher quand même à insuffler de la positivité et des encouragements. Très très bonne idée, ce bullet journal, j'adore aussi. Allez hop, tous avec vos papiers crayons, c'est parti. Voilà. Alors, comment aider un proche qui a perdu son emploi et qui perd confiance en lui? Ah, là, c'est la fameuse difficulté qui est dans la proximité. On veut tous bien faire. On a un parent qui perd un emploi, on a un enfant, un cousin, un oncle qui on veut qui perd quelque chose. On a tous très envie d'aider. C'est assez inné. Sauf que l'autre, il est peut-être pas à l'instant où il a besoin de recevoir de l'aide. Alors, il a peut-être pas envie, il n'a peut-être pas besoin, il n'est peut-être pas en état d'entendre l'aide qu'on a envie d'avoir. Donc en fait, on veut aider, mais l'autre ne veut pas toujours recevoir de l'aide. Et ça, il faut aussi en avoir conscience, parce que se dire que oui, on peut aider, mais comment on va aider l'autre souvent, le moindre conseil, la moindre question qu'on va faire, ça peut vite partir en crise si on ne fait pas attention à comment est l'autre, dans quel état il est, à quelle étape il est en fait de sa recherche d'emploi. Si c'est au début de sa recherche d'emploi, on va donner des conseils, la personne ne va pas écouter. Non, mais c'est bon, je sais faire. Quand ça va faire la période des 6 mois, moi, c'est souvent le creux que je remarque, c'est la période des 6 mois quand une personne cherche, c'est la période où la plus critique en recherche d'emploi, parce que très souvent, les gens commencent à perdre confiance en eux. Donc, à partir des 6 mois, souvent, c'est je suis bon à rien, je vais pas y arriver, je vais trouver juste un job alimentaire et encore. Et là, si on commence à leur dire, tiens, est-ce que tu as pensé à ça ou est-ce que tu as vu ça? Donc, c'est vraiment essayer de les alimenter. Ils vont se vexer. Non, mais tu crois que je sais pas faire? Tu crois que j'ai pas essayé? Et donc là, on va sentir vraiment le côté colère en eux qui va monter. Et puis, à un moment donné, quand on va peut-être passer les 1 an et demi de recherche d'emploi, ça, c'est souvent pour les personnes qui ont plus de 45 ans en moyenne en France, ils restent plus de 3 ans au chômage. Il va passer un certain temps, ils sont tellement déprimés qu'en fait, ils vont écouter tous les conseils à tel point qu'ils ne vont pas être capables de dissocier ce qui est bon pour eux ou ce qui ne l'est pas. Et donc là, on est dans une phase qui peut être très compliquée. Ils peuvent vite se faire vampiriser par entre guillemets, tous les coachs à 2 balles qui peuvent envahir LinkedIn, où c'est allez, je vous propose de faire ça, tiens, tu devrais essayer ça. Et là, ça devient une vraie catastrophe. Donc en fait, ce qu'il faut surtout avoir conscience quand c'est un proche, quand c'est un membre de sa famille ou un ami, c'est pareil, on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre. Donc ça, c'est aussi un peu frustrant pour soi, forcément. Mais par contre, on va pouvoir le soutenir. Ce qu'il faut, c'est être toujours dans le côté où on va féliciter l'autre pour ses actions. Ah tiens, j'ai vu que tu avais fait un salon, c'est cool, félicitations, comment ça s'est passé, comment tu as trouvé les interlocuteurs. On ne va pas chercher à lui demander s'il y a eu des résultats. On ne va pas lui demander quels sont les efforts qu'il fait. Est-ce que tu as pensé à... Non, ça, on oublie. On est vraiment juste dans « je le soutiens ». Si la personne a envie de parler, je la laisse parler. Mais à aucun moment, moi, je dois venir avec « ah tiens, en fait, je connais tel outil, tu devrais essayer ». Il faut que ce soit elle qui nous le demande en fait. Amélie, tu connaîtrais pas un outil qui pourrait m'aider là-dessus? On va reformuler, ok, donc toi ce que tu voudrais c'est pouvoir faire ça, écoute, je connais cet outil, si tu veux tu peux l'essayer, puis tu me fais un retour, tu me dis si ça te convient ou pas. Juste ça, c'est déjà pas mal. Mais déjà le fait de prendre du temps et d'écouter la personne sans chercher à lui partager des conseils et à lui dire ce qu'il doit faire, franchement ce sera la paix des ménages assurée.
Donc, Et ça, c'est important dans une recherche d'emploi. oui, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment permettre à la personne de garder son pouvoir. Oui. Son Euh, pouvoir, son espace. C'est une personne qui est quand même vulnérable, comme elle est en recherche d'emploi, vulnérable et en colère en même temps. Et en fait, on marche sur des œufs. Mais j'ai envie de dire, tout le monde passe par cette étape. C'est assez logique. Et c'est vrai que c'est vraiment important de se dire que ce que l'autre vit, même si nous, on a vécu aussi une période de chômage, on l'a peut-être pas vécu de la même manière non plus. Chacun va vivre sa période de chômage complètement différemment. Il y en a qui vont le vivre très bien, il y en a qui vont le vivre moyennement bien, il y en a qui vont très vite le vivre très très mal. Donc en fait, on vit tous la chose un petit peu différemment. Ce qui va être important, c'est de savoir si on est écouté, accompagné et de se dire que ce qui nous a fait peur quand on était en recherche d'emploi, ben, c'est pas forcément les peurs de la personne qu'on aimerait accompagner. On n'a pas les mêmes peurs. Et ça, c'est aussi des fois un défaut qu'on a quand on veut aider quelqu'un qui nous est proche, c'est qu'on va refléter ben, nos propres peurs sur l'autre en disant, par exemple, si moi j'avais eu peur en me disant, bah tiens, j'ai peur de pas trouver mon premier CDI parce que là c'est la pleine crise, et ben si je rencontre un ami qui cherche son premier CDI en sortie de crise, je veux dire attention, fais attention à ceci, à cela. Moi j'ai connu ci, j'ai connu ça. Moi ça a été compliqué pour ci, et ça l'autre n'a pas du tout envie de l'entendre. Ça crée encore plus de pression en fait, hein. Parfois, on cherche à donner des conseils. Moi, c'est vrai que je donne souvent je fais souvent cette remarque dans les programmes que je propose. Je dis aux personnes, résistez l'urgence de vouloir donner des conseils. Parce qu'en fait, des yaka faucons, des tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, des ressources, aujourd'hui, il y en a des tonnes. Et donc, ce dont les personnes ont besoin, c'est pas forcément de nouvelles idées de quoi faire, c'est vraiment d'encouragement et de soutien dans ce qu'ils font. Ouais, Et les inviter à tracer leur propre chemin. Mais c'est c'est tout à fait intéressant ça. d'observer les moments où on ne peut pas s'empêcher de donner des conseils et de se dire c'est peut-être pas ça dont la personne a le plus besoin là tout de suite. Elle a besoin d'encouragement. Juste d'un espace où on va l'écouter. Elle a besoin de pouvoir décharger tout ce qui lui passe par la tête, toute la tension qu'elle a, et en fait, elle a juste envie d'avoir un ami, entre guillemets, à qui en parler. Alors, tu nous disais tout à l'heure on ne réagit pas tous de la même manière à une perte d'emploi. On n'a pas tous les mêmes peurs. On n'a pas tous, voilà, donc de ne pas projeter nos peurs sur les autres quand c'est à leur tour d'être en recherche d'emploi. Est-ce que tu remarques qu'il y a une différence dans la manière dont la perte d'emploi est vécue et la recherche d'emploi est vécue chez les juniors et les seniors? Est-ce qu'il y a une différence d'attitude? Alors, dans notre culture, on oppose assez souvent junior et senior. On va les affubler de plein de stéréotypes et préjugés. Et pourtant, quand je les accompagne face à la perte d'emploi et face à la recherche, ben en fait, ils ont les mêmes peurs et les mêmes craintes. C'est pourquoi personne ne me répond. Est-ce que ma formation correspond à ce qu'ils recherchent, ou est-ce que je ne devrais pas refaire une autre formation? Des fois, on se retrouve avec des gens qui ont 2 ou 3 masters tellement ils ont peur que ce soit la formation qui pose problème. Ils vont se trouver très nuls aussi rapidement. Ça, c'est le fameux creux de 6 mois. Junior et senior, ils y passent tous. Ils se posent la question du CV. Le junior, il ne sait pas quoi mettre dedans. Le senior, il ne sait pas quoi enlever pour que ça tienne sur une page et demie. Le réseau, alors je ne sais pas, je me dis qu'en France, on ne doit pas l'apprendre suffisamment. Ils ne savent pas comment créer un réseau. Ils ne savent pas comment contacter les membres de son réseau. Alors qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est quand on est senior, ben, le réseau professionnel, on l'a travaillé toute sa vie. Et au moment où ça concerne sa recherche d'emploi, donc ça nous concerne, ça se concerne soi, et ben en fait, la personne est complètement perdue et elle a l'impression que les codes qu'elle a appliqués pendant sa vie professionnelle ne sont plus les mêmes. Alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Donc, il y a la fameuse lettre de motivation, qu'est-ce qu'on écrit sur LinkedIn, comment on contacte un recruteur. En fait, ils vont tous se poser exactement la même question, il va avoir les mêmes craintes par rapport à ça. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la perte d'emploi, elle va remettre toutes les certitudes et perspectives, comme si d'un coup, ils perdaient aussi leur bon sens. Très souvent, les étudiants, quand ils sont perdus dans leur recherche d'emploi, je leur dis, non mais si tu te poses 2 minutes, si tu avais un ami qui te posait cette question, tu lui répondrais quoi? Et là, ils trouvent la réponse. Mais comme ça les concerne eux, et ben subitement, il y a complètement comme s'il y avait un décalage. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est logique ce que vous me dites. Ben, j'ai dit voilà, c'est logique. Donc vas-y, n'aie pas peur, on avance. Et ça, c'est vraiment important. Et, et pour eux,
chaque question qu'ils vont se poser, chaque incertitude, chaque peur, chaque reproche qu'on va aussi leur faire à un moment donné, que ce soit dans la famille, qu'ils vont entendre à la télé, il y a aussi ce que les médias reflètent. Chaque question et chaque angoisse, c'est une nouvelle montagne à escalader. Et en fait, pour eux, la montagne, elle devient infranchissable, qu'on soit junior ou senior. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que ils vont tout remettre en cause. Ils ont fait un choix, mais finalement, ils vont changer d'avis. Oui, mais au cas où. Oui, mais et si. Oui, mais. Alors, à chaque fois, je les arrête. Dès qu'ils commencent avec un et si ou un oui, mais, je leur dis non, 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 on s'arrête. On reprend la phrase en arrière et on recommence et on se repose les bonnes questions. Donc, ça, c'est un peu la différence dans la recherche d'emploi et dans l'attitude. Enfin, c'est pas la différence, c'est la même chose, en fait, d'attitude entre les juniors et les seniors. La différence, elle va être que les juniors, ils vont rester moins longtemps au chômage, tandis que les seniors, ils vont y rester plus longtemps. Donc, autant le junior va avoir une phase où il va perdre confiance en lui, mais il va retrouver confiance en lui très rapidement, une fois qu'il aura retrouvé un emploi. Autant le senior, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et même une fois en poste, il faut continuer à l'accompagner et à travailler sa confiance en soi parce qu'il y a toujours plein de doutes qui le submergent. Oui, ça c'est souvent quelque chose, surtout si le temps de pause a été plus long, on peut avoir l'impression quand on reprend le travail d'être largué en fait. Puis c'est difficile mentalement de remettre en route ces neurones, enfin cette manière de fonctionner, cette manière d'interagir qui est assez particulière dans le domaine du professionnel. Et donc, en effet, l'idée de dire qu'il peut y avoir besoin d'un accompagnement, même dans la prise de poste. Moi, je remarque ça notamment dans un autre cas, qui sont les femmes qui ont arrêté de travailler pour avoir des enfants et qui reprennent le travail au bout de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Alors, parlons de ça. Est-ce que tu vois, toi, une différence entre les femmes et les hommes? Est-ce que peut-être c'est lié à la maternité? Enfin, voilà. Comment c'est la différence entre les femmes et les hommes et est-ce qu'on peut parler de ça? La maternité, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, c'est très culturel, j'ai l'impression. Dès lors qu'une femme s'arrête pour faire des enfants et pour les élever, on a l'impression qu'elle est plus capable de rien. En fait, moi, je le vois en formation, quand je fais des formations pour adultes. À un moment, elle me dit, ouais, non, mais là, je peux pas le mettre sur mon CV, ça fait 10 ans que j'ai pas travaillé. Du coup, je m'arrête, je leur dis, alors déjà, que t'as pas travaillé, je suis pas très certaine, on va remettre les choses en perspective. J'ai déjà, s'il y a un trou sur un CV, le recruteur, il aime pas ça, donc autant annoncer qu'on a fait une pause pour la maternité et pour élever ses enfants. Et je dis, quel était ton quotidien quand tu étais mère au foyer, quand tu élevais tes enfants? Je dis, est-ce que tu gérais un planning? Elle me dit, bah oui. Est-ce que tu gérais du budget? Elle me dit, bah oui, forcément, je gérais le budget de tout le monde. Ok, est-ce que tu gérais les sorties? Elle me dit, bah oui. Je dis, est-ce que tu organisais des trucs à gauche, à droite? Est-ce que tu... Et en fait, je leur dis, mais en fait, vous étiez des mini-chefs d'entreprise. Vous aviez à gérer une TPE ou une PME. Vous étiez limite chef d'entreprise, sauf que vous n'étiez pas rémunéré pour ça. Je dis, mais par contre, vous étiez chef d'entreprise. Vous aviez toute une tribu à gérer, à organiser, entre le mari, les enfants, le chien, le chat et le poisson rouge. Il y avait énormément de choses à faire. Et à ce moment-là, dès lors qu'elles le comprennent, subitement, elles se disent « Non, mais c'est vrai, je suis capable de faire ça, finalement. » Et là, on sent vraiment que l'attitude change. Elles se disent « Non, mais finalement, je dirais entre guillemets, girl power, tout ce que j'ai fait à la maison, je suis capable de l'apporter demain à nouveau dans l'entreprise, que ce soit pour un poste dans l'assistanat, dans la gestion de projet, dans la finance, peu importe. » Finalement, toutes ces capacités que j'avais avant de m'arrêter et toutes les qualités que j'ai continué à développer en étant à la maison et à m'occuper de la maison, des enfants et du mari, c'est des choses qui vont servir demain dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment lié un peu aussi à l'éducation. Hein. Quand on a reçu une éducation tout au long de son enfance, on va pas voir les difficultés de la même manière. Et on va pas se forger le même caractère, même si c'est en train un peu de changer. La femme, quand elle cherche un emploi, elle n'a pas peur de demander de l'aide. D'ailleurs, je le vois dans nos formations, 80% c'est que des femmes. Donc la femme, elle a l'habitude de faire et elle a l'habitude de demander de l'aide. Donc ça pose pas trop de problème. L'homme, il est un peu plus timide. Il va un peu plus, il va pas trop prendre de risques et il va préférer s'enfoncer dans ses difficultés plutôt que de demander de l'aide. Et généralement, les hommes vont arriver et vont oser demander de l'aide quand c'est un
peu, ils arrivent au pied du mur et qui disent, OK, bon, là, j'ai plus le choix, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'y arrive pas, donc là, il faut que je me fasse aider. Alors que la femme va pas avoir peur de poser la question, de dire, oui, mais là, j'y arrive pas, pourquoi? Donc ça, on a ces deux différences d'attitude où, pour le coup, je trouve que les femmes sont beaucoup plus combatives que les hommes, ou en tout cas, elles l'affichent beaucoup plus facilement, là où un homme est peut-être plus dans la mesure. Mais c'est pareil, hein, c'est l'éducation. Les hommes, quand ils sont jeunes, quand ils sont enfants, on leur dit soit un homme, mon fils, un homme, ça ne pleure pas. Donc forcément, ça a un impact sur leur développement personnel plus tard. Oui, donc quand ils se sentent dans une situation de vulnérabilité, ils préfèrent que ça se voit pas, que personne ne le sache, et ils s'isolent en fait. Hein. Totalement. Tandis qu'une femme va plus facilement dire j'ai besoin d'aide et sortir au contraire de chez elle pour aller rencontrer des gens qui vont peut-être lui apporter du soutien. Je pense qu'une femme a l'habitude de penser qu'elle a besoin de soutien. D'ailleurs, peut-être parfois c'est presque un problème, c'est qu'elle a tellement la croyance qu'elle a besoin de soutien, qu'elle a du mal à croire qu'elle est capable seule aussi, qu'elle est capable et qu'elle est entière et qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour trouver cet emploi, même si elle peut se faire aider. Mais il y a plus une impression de il me manque quelque chose. Alors, c'est un côté positif parce que du coup, on va chercher de l'aide, mais ça peut avoir un côté négatif dans le sens où on se sent jamais assez, trop ou pas assez, mais jamais exactement, jamais à la hauteur en fait de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Ouais, on le voit notamment dans les clubs d'entrepreneurs. Quand c'est un club d'entrepreneurs avec des hommes, les hommes entre eux vont avoir une très grande facilité à faire du business parce qu'ils vont se dire les choses directement. Tandis que la femme, très souvent, quand elle se retrouve dans un club d'entrepreneurs féminins, eh bien, entre elles, elles vont se conseiller, elles vont s'entraider, elles vont se partager des petites choses. Mais parler business, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont toujours dans l'idée d'entraide et pas dans l'idée forcément de faire du business ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en France qui est assez incroyable. C'est très, très juste. C'est très, très juste. Donc, dans la recherche d'emploi, on parle de cette idée de développer la confiance en soi. Un autre élément qui est important dans cette recherche d'emploi, c'est le CV. Et moi, on parle souvent de cette idée de connaître ses forces et ses talents au-delà de ses compétences. Cette idée que vous êtes plus que votre CV. Ça te parle, cette idée-là? Est-ce que ça te semble important, cette notion-là? Le CV, c'est juste un papier sur lequel on a écrit son passé. Et aujourd'hui, quand on recrute, alors oui, on recrute pour ce que la personne a fait avant, mais ce qu'on va surtout recruter, c'est sa personnalité et ce qu'elle va être capable de faire demain avec nous dans l'entreprise. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Il n'y a pas de formalisme préétabli pour le CV, donc on peut y mettre ce qu'on veut et on retrouve beaucoup de choses sur un CV qui ne sont pas forcément très pertinents. Mais l'idée, effectivement, c'est d'arriver à aller au-delà de son CV ou d'arriver à... Et c'est tout l'exercice qui est compliqué des fois avec le CV, c'est de se dire comment je peux parler de moi positivement, comment je peux me valoriser, comment je peux aider l'entreprise à se projeter avec moi au travers de mon CV. Donc ça, c'est un exercice qui est très, très compliqué. Et souvent, je leur dis, vous savez quoi, le CV, OK, on va faire une jolie plaquette commerciale. On va mettre ce que l'entreprise a envie de voir et on va valoriser comme il faut. Par contre, derrière, pour prouver que vous êtes bien plus que votre CV, il va falloir vous montrer visible. Parce que si vous voulez être recruté, il faut être vu par les recruteurs, par les RH, par les managers. Donc, à un moment donné, il va falloir travailler autre chose que votre CV et ça va être d'aller travailler son réseau, travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit du LinkedIn, du Clubhouse ou du Twitter, ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse constater que vous êtes capable de faire quelque chose, que vous êtes une personne bien, qu'on a envie de travailler avec vous, vous avez l'air sympathique. Ça, c'est important. Voilà, on a envie de vous rencontrer en fait et l'idée de vous êtes plus que votre CV, c'est que dans notre CV on note nos diplômes, nos compétences. Donc c'est j'ai fait telle formation, j'ai dans un job précédent j'étais en charge de telle tâche, telle fonction. Donc là on est vraiment dans la compétence professionnelle et dans nos diplômes et dans tous ces certificats que nous avons obtenus. Mais quelque part souvent sur le marché il y a d'autres personnes qui ont les mêmes diplômes que nous ou qui ont les mêmes certificats que nous. Et donc, ce qui va vraiment nous permettre de nous différencier, c'est qui suis-je ? Moi, je détiens ce diplôme, je détiens ce passé que j'ai noté dans mon CV, mais qui suis-je quand moi, je prends en charge ces fonctions et quand moi, je prends en charge ces responsabilités ? Qu'est-ce qui se passe ?
Et quelqu'un d'autre pourrait prendre les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités et être tout à fait capable de mener à bien les projets, mais différemment. Et donc de comprendre quelle est ma nature, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelles sont ces choses souvent que j'ai en moi depuis enfant, en fait, qui sont vraiment ma nature profonde. Et ça me semble, moi, super important parce que donc, j'ai une expérience dans le recrutement. J'étais dans les RH, j'ai commencé ma carrière dans les RH. Et je me souviens, quand je débutais en RH, je devais faire du recrutement. On devait recruter des collaborateurs dans l'entreprise. Et je me souviens un jour avoir eu un gros problème. J'avais passé la journée entière à faire des entretiens d'embauche. Donc, j'avais eu des CV et j'avais eu des candidats en face de moi qui s'étaient présentés. Et tous ces candidats avait déployé des efforts formidables pour être le candidat parfait. Et donc, ils me donnaient tous les bonnes réponses, entre guillemets, la réponse parfaite, vous savez, la réponse parfaitement polie, parfaitement, on peut rien reprocher à la réponse. Sur le papier, tout y est, sauf qu'au final, à la fin de la journée, tous ces candidats m'avaient donné les mêmes réponses. Au final, ils étaient tous pareils, ils étaient tous bons en travail d'équipe ou motivés pour apprendre et se dépasser. Et donc, j'avais toutes ces belles phrases, j'appelle ça des phrases catchy. Mais le problème que j'avais, c'est que je me souviens très très bien ce fameux jour où j'avais passé une journée entière en recrutement. Et à la fin de la journée, le directeur a penché sa tête dans la porte de mon bureau. Il m'a dit « Alors, est-ce qu'on a des bons candidats ? Raconte-moi un peu qui tu as rencontré aujourd'hui. » Et j'étais incapable de séparer les gens que j'avais rencontrés, en fait. J'avais un espèce de gros paquet de personnes qui étaient tous pareilles. Et je trouve ça intéressant de se dire, tiens, comment est-ce que moi, dans mon entretien, je peux transmettre à la personne que je rencontre mon caractère, ma nature, qui je suis, qu'est-ce qui va se passer si cette personne décide de m'engager, comment leur quotidien va changer parce que je suis là, ma personne est là. C'est très difficile pour les candidats. C'est très difficile parce qu'en fait, on n'arrête pas de leur faire peur par rapport aux entretiens. Tu tapes sur Google, tu parles d'entretien d'embauche, les premières choses qui vont sortir, c'est les questions pièges en entretien. Voilà. Comme si le recruteur voulait absolument piéger le candidat. Alors oui, il y a des recruteurs qui sont très mauvais et qui passent leur temps à essayer de malmener les candidats, mais c'est pas l'optique. Et en fait, les gens ont le trouillomètre à zéro, ont une inquiétude incroyable face aux entretiens, alors que c'est un échange. On est là pour discuter avec eux. On est là pour moi je dis souvent, on est là pour comprendre votre passé, c'est-à-dire quelles sont les choses que vous avez faites, comprendre qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont les qualités que vous avez développées et comprendre ce que vous avez envie de faire demain avec nous dans l'entreprise. Donc moi j'ai appelé ça le PPF passé, présent, futur, qui est un peu la méthode pour justement apprendre à se valoriser en disant ok, voilà ce que j'ai fait avant, voilà mes formations, voilà mes expériences, tout ce que vous aviez demandé dans votre annonce, j'ai la check à côté, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui j'ai développé telle et telle qualité, voilà ce que je fais dans ma vie personnelle, voilà peut-être les formations ou ce que je suis en train de faire aujourd'hui en plus pour encore plus me perfectionner ou qui me prend ou qui me fait tout simplement plaisir. Mais par contre, demain, chez vous, voilà ce que j'ai envie de faire. Et très souvent, moi, je dis aux candidats, si on ne vous recrute pas, c'est que sur le PPF, vous avez loupé un truc et c'est le futur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes pas projeté avec nous dans le poste. À aucun moment, vous vous êtes dit, bah, tiens, moi, demain, je peux vous aider là-dessus. Tiens, demain, ensemble, on va pouvoir faire telle et telle chose. Et ce côté projection où on se voit ensemble dans l'entreprise, pour moi, c'est essentiel. Et souvent, en entretien, les gens vont effectivement, comme tu dis, ils vont apprendre des phrases par cœur. Ils sont tous motivés et dynamiques, ils sont tous perfectionnistes, ils ont tous effectivement les mêmes phrases bateau et il n'y en a aucun qui va se dire bah tiens, moi je vais dire vraiment qui je suis, moi je vais me révéler au recruteur, je vais être entre guillemets authentique en disant bah, je vais être moi-même en fait en entretien et si ça passe pas, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas la boîte pour moi en fait. Voilà, alors voilà, j'ai envie de parler de ça. Je trouve ça important, c'est que quand on se présente en entretien d'embauche en étant cette espèce de candidat parfait qu'on a construit en fait, qui n'est pas réellement qui on est, le problème c'est que si on est embauché derrière, basé là-dessus, ben, on est obligé d'être cette personne qu'on n'est pas. Tandis que si je me montre pour qui je suis vraiment en entretien et que je suis choisie, ben, je suis choisie
pour les bonnes raisons. Je suis choisie pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai prétendu être. Et une chose aussi que je trouve intéressante, c'est que parfois, quand on va en entretien, on pense que le Graal, c'est d'être choisi. C'est de dire, je vais faire l'entretien et à la fin, on va me sélectionner. Alors, c'est sûr que c'est super agréable d'être choisi, de rentrer chez nous et de dire à notre famille, j'ai été choisi. C'est très, très satisfaisant. Mais est-ce que vous avez choisi l'entreprise? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller travailler là-bas? Est-ce que vous pensez que ce job, c'est celui dans lequel vous allez vous épanouir, vous réaliser, vous dépasser, grandir? Et donc, pour moi, un entretien d'embauche, c'est pas à sens unique, c'est une rencontre. C'est moi, je vais me montrer réellement pour ce que je suis et donner à la personne qui m'interviewe les éléments dont elle a besoin pour prendre la meilleure décision vis-à-vis de moi. Mais moi aussi, je vais peut-être poser des questions et je vais me projeter dans l'entreprise à travers mes questions. Je vais chercher à me projeter et aussi à me poser la question, est-ce que moi, je pense que je vais être dans la réussite si je vais dans cette entreprise? Parce que si moi, je ne pense pas que je vais être dans la réussite, il ne faut pas prendre le job. On rend service à personne. Voilà. Est-ce que moi, je postule à des jobs où je pense que je vais être dans la réussite et est-ce que je me projette, comme tu le dis, dans le futur de l'entreprise? Et je pense qu'en effet, c'est ma place. Et si je suis convaincue que c'est ma place, ben ensuite de vraiment le véhiculer dans l'entretien. C'est essentiel. Et ça, on le voit malheureusement trop souvent. Moi, quand je suis en formation et que je leur dis, mais vous avez posé une question au recruteur? Ah ben non, ça se fait pas. Et je les arrête, je fais, mais d'où ça se fait pas d'interroger, de poser une question au RH ou au manager? Je dis, c'est votre futur boss. J'ai demain, quand vous êtes en rendez-vous business, que vous êtes face à votre client, vous allez lui poser aucune question. Il me dit, ah ben si, mais là, c'est pas pareil. Je dis, ben pourquoi c'est pas pareil? Je dis, on est sur un échange, on est sur une rencontre. L'idée, c'est de travailler ensemble, que ce soit avec un client ou avec l'entreprise. Et comme tu dis, à un moment donné, il faut le choisir. C'est-à-dire, c'est pas que l'entreprise qui choisit le candidat, mais c'est pour moi, surtout le candidat qui va choisir l'entreprise. Et très souvent, on dit au candidat, il faut mieux avoir l'embarras du choix que l'embarras tout court. Parce qu'à un moment donné, si on choisit une entreprise et qu'on se rend compte que, comme on a enjolivé un peu les phrases pendant l'entretien et qu'on a dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire et que du coup, une fois en poste, ça ne se passe pas nickel, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Parce que finalement, pendant l'entretien, on n'a pas été transparent, on ne s'est pas dévoilé comme on aurait dû. Et on s'est soi-même piégé dans une entreprise où l'atmosphère est peut-être pas bonne, où la mission, finalement, c'est pas fun. Le trajet, j'ai dit oui, que 1h30 de trajet, ça me gênait pas, mais finalement, ça m'embête quand même un petit peu. Et on en revient en fait au point de départ, c'est se questionner sur soi, sur ses valeurs, sur ce qu'on a envie de faire et se poser des limites. Ne pas avoir peur à se poser des limites, ça aussi c'est important, de se dire oui, si demain on me fait une proposition mais que ça correspond pas à ce que je veux et que je sais qu'au bout de 6 mois je vais craquer, autant dire non. Autant se protéger aussi soi-même et se garder du temps pour trouver le job de ses rêves. Donc, ce que j'entends dans l'échange qu'on a ensemble, c'est de se dire, quand on est dans une recherche d'emploi et que dans le fond, on est animé par les peurs, les manques et les limitations, et qu'on se dit de toutes les façons, personne ne voudra de moi, et il n'y en a pas pour tout le monde, et il y a vraiment, on est animé par des peurs, des manques et des limitations, en fait, on va projeter des scénarios de peur, des manques et de limitations, et au final, on va peut-être trouver un job, mais ça ne sera peut-être pas le bon, et pas dans les bonnes conditions, et on n'est pas en train de nourrir son bonheur et son épanouissement. Et donc, c'est pour ça que la clé sur laquelle on a basé notre conversation, qui était la confiance en soi, c'est vraiment la clé importante, parce que c'est ce qui va nous permettre de basculer, de sortir de nos peurs, nos manques et nos limitations, et de se dire, non, mais voilà qui je suis, voilà le monde du travail, on a besoin de travailleurs aujourd'hui, où trouver ma place, quelle est la bonne place pour moi, et d'avoir confiance qu'il y a une place, en fait, d'avoir confiance, de se dire, je sais que quelque part, il y a une entreprise qui va être heureuse de collaborer avec moi. Je sais que quelque part, il y a un poste dans lequel je vais pouvoir être utile et je vais pouvoir apporter de la valeur à mon employeur. Et maintenant, il s'agit de trouver ça, mais de le trouver en ayant confiance, en n'ayant aucun doute qu'on a de la valeur à apporter et qu'il y a des entreprises qui nous attendent pour créer de la valeur ensemble. Et la confiance en soi et vraiment le respect de soi aussi, pour le coup. Parce que c'est comme tu dis, c'est le fait
de pas avoir peur d'aller de l'avant, de pas avoir peur de montrer qui on est, mais c'est aussi accepter de dire non quelquefois ou accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir mieux avancer ensuite et d'être toujours en cohérence avec ses valeurs et ses envies. Ça, c'est vraiment aussi essentiel. Quel que soit, peu importe ce que va dire l'entourage, la famille, c'est s'écouter soi-même avant tout. Alors, on va bientôt clôturer cet épisode, mais j'avais envie que tu nous donnes quelques étapes quand on veut redonner un nouvel élan à notre recherche d'emploi. Est-ce que tu as des recommandations de quelques étapes à faire, Ouais. Avec plaisir. Donc, première chose, c'est prendre le temps d'accepter qu'on est en recherche d'emploi. Okay, ça arrive à tout le monde, ça va même nous arriver plusieurs fois dans notre vie, ce n'est absolument pas dramatique. Donc on va déjà dédramatiser le fait d'être en recherche d'emploi. Après, on va se poser des questions. Moi, j'aime bien faire le petit carré avec ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire mais que j'ai plus envie de faire, ou ce que je ne sais pas faire et que j'aimerais faire, ou ce que je ne sais pas faire et ça tombe bien, j'ai pas envie de le faire. Et ça permet de le remplir et de se poser pour le coup plein de questions. On va s'interroger forcément sur ce qui fait sens pour nous, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous fait rayonner. Moi, je pose souvent la question aux gens, c'est à quel moment vous avez les yeux qui brillent dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, que ce soit à la maison, au travail, au sport, avec les amis, peu importe, c'est à quel moment vous trouvez rayonnante. Et souvent, ça permet de trouver des débuts de réponse sur ce qu'ils ont envie de faire. Avant de foncer tête baissée sur la création des outils CV, lettres de motivation, c'est vraiment apprendre à se connaître, comprendre les choix qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire se dire tiens, pourquoi j'ai fait cette première formation à la sortie de mon bac, pourquoi j'ai fait ce bachelor, ce master, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce stage, pourquoi ensuite j'ai enchaîné sur telle et telle entreprise. Et donc on retrace tout son parcours et on se remémore tout ce qu'on a fait, tout le pourquoi on l'a fait, pour pouvoir derrière créer un fil conducteur. Et ça va être essentiel à un moment donné quand on va travailler son projet professionnel, parce que j'ai beaucoup de candidats, quand ils se présentent en entreprise, ils disent qu'ils ont des parcours atypiques. Et je fais une guerre sur ce mot-là, parce que je ne le supporte pas. Et je me dis, non, vous n'avez pas un parcours atypique, votre parcours, il est logique, il y a un fil conducteur. Et le fil conducteur, en fait, c'est souvent notre personnalité. C'est les qualités que l'on a, c'est ce qui nous a animés, c'est ce qui nous a toujours fait sens. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait tel ou tel choix et qu'on est allé dans telle et telle direction. Donc, même si on a changé de métier et de secteur, on a toujours un fil conducteur dans son parcours. Et dès lors qu'on arrive à comprendre son passé et qu'on arrive à trouver ce fil conducteur, et bien pour le coup, tout va découler très facilement. On va pouvoir facilement parler de son projet pro, on va pouvoir facilement parler de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît. Et là, on va pouvoir travailler sur ces outils, le CV, la lettre, son profil LinkedIn, parce que du coup, on a les mots pour les expliquer. Parce que ce qui est très compliqué de demander à un candidat qui vient de perdre son emploi de se poser pour faire son CV, il est en phase de colère. Donc là, on lui demande de se remémorer son passé et d'en parler positivement sur son CV, alors qu'il n'a qu'une envie, c'est peut-être d'aller au prud'homme contre son employeur, enfin son ancien employeur. Donc il n'est pas du tout dans le mental qu'il faut pour faire un CV. Donc souvent, le CV, je leur dis non, on le fait à la fin. Donc tout le monde est stressé en disant mais non, Amélie, on ne peut pas faire le CV à la fin. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je dis t'inquiète, on a le temps pour le CV. C'est d'abord, on se pose les questions, on avance, on trouve son fil conducteur, on trouve les arguments qui vont avec, et une fois que ça nous paraît logique et évident, on va pouvoir construire le CV, la lettre de motivation, son profil, tout ce qui est la technique de recherche d'emploi assez classique, tous ces outils de communication. Et puis, on va aussi être honnête avec soi-même, ça aussi c'est important, se poser toutes les contraintes. Ok, on a vu on a vu tous les atouts qu'on avait, toutes les opportunités que le monde du travail a à nous proposer. On s'est posé les questions sur l'environnement de travail dans lequel on a envie de travailler. Est-ce que c'est une petite structure, une moyenne, une grande? Est-ce que je vais être à la verdure? Est-ce que je vais être dans un building? Est-ce que je veux travailler en équipe? Est-ce que je veux travailler tout seul? Est-ce que je veux travailler de chez moi? Est-ce que je veux travailler au bureau? Tout ça, il faut se poser toutes ces questions. On va se poser la question financière. Combien je veux être payé pour ce que je vais être capable de faire, parce qu'en fonction peut-être de mes contraintes familiales ou personnelles, j'ai besoin d'avoir un certain revenu qui rentre. Et donc du coup, c'est OK, par rapport à mes contraintes, par rapport à mon projet, comment on peut arriver à faire remplir tout ça dans les cases pour convaincre un recruteur. Ça, c'est vraiment pour moi les étapes idéales, c'est de se dire d'abord on travaille sur soi, on travaille sur son fil conducteur pour comprendre son passé, et après on arrive à poser les mots sur qui je suis et ce que j'ai envie d'être demain.
En fait, c'est le PPF, hein. On refait le PPF, passé, présent, futur. On s'attaque d'abord au passé avant d'aller vers le futur. J'ai l'impression que ce travail, en fait, c'est un travail de reconnecter avec son GPS. Ah, totalement. Voilà. Et là, quand on a son GPS, on peut aller partout après. Une fois qu'on sait Mm. qu'on a compris notre GPS et qu'on a compris ce qui nous guide, ce qui nous anime, où sont nos élans, enfin, et on fait un retour à soi, en fait. Plutôt d'avoir peur du futur et d'avoir peur de manquer, on reconnecte à soi, on reconnecte à ses forces, à ses envies, à ses désirs, à ce qui fait sens, à nos valeurs, à notre passé, à mieux se comprendre. Et là, du coup, on peut allumer le moteur et on peut avancer dans notre vie. Quand on croise un entrepreneur qui est heureux, qui est bien dans son job, on voit qu'il en parle très facilement. Et en fait, il a son fil conducteur et comme tu dis, le moteur, il est en marche et c'est pas un problème pour un entrepreneur quand il est passionné. Mais en fait, les candidats, ils devraient être pareils. On devrait être l'entrepreneur de notre propre parcours, en fait. Super. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Deux choses. Est-ce que d'abord, tu as un mot de la fin, un dernier conseil pour oser croire en soi? Et puis ensuite, j'aimerais que tu nous dises où est-ce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent te retrouver et retrouver tous les services que tu proposes pour accompagner les personnes en recherche d'emploi. Alors, je vais terminer avec 2 phrases. La première, c'est « Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place ». La seconde, c'est au pire, qu'est-ce que vous risquez de vraiment croire en vous, de croire en vos projets, peut-être le fait qu'ils se réalisent. Donc moi, si j'étais à votre place, je sauterais sur l'occasion. Super, super. Et alors, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Partout. Plus sérieusement, vous pouvez me retrouver forcément sur LinkedIn. J'y passe ma vie entière. Je fais beaucoup de live. D'ailleurs, j'avais le plaisir à te retrouver en live sur LinkedIn. N'hésitez pas, il est toujours disponible. Donc, j'écris des posts sur LinkedIn. Donc, déjà, sur LinkedIn. Sur Insta, j'essaye un peu d'arriver sur Insta. Donc, je m'y mets tout doucement. Et à partir du vendredi 18 juin, je lance des rooms sur Clubhouse dédiés justement à l'emploi des plus de 45 ans, où on va parler emploi et recrutement quand on a passé la quarantaine. Qu'est-ce qui se passe en France ? D'accord. Et donc, on recherche Amélie Favre-Guittet sur ces différentes plateformes. Ouais. Super. Formidable. Écoute, merci beaucoup, Amélie, pour cette conversation passionnante qui sera très, très riche, j'en suis certaine, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui connaissent quelqu'un en recherche d'emploi. Merci beaucoup, Christine. À bientôt. À très bientôt. Alors, ma conversation avec Amélie est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer tous ces sujets, je vous invite à écouter l'épisode 7, Oser être brillant, ainsi que l'épisode 45, Se libérer de l'autosabotage, et l'épisode 52, Être libre et heureux au boulot. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.